La vidéo que je vous propose aujourd'hui concerne le cycle de Krebs. L'objectif sera le même que la vidéo précédente, à savoir faire le point sur ce qui est important à connaître pour le bêta-azothétique, important à connaître mais aussi important à comprendre pour faire le lien avec les autres voies métaboliques. Je vous propose dans un premier temps une définition du cycle de Krebs. C'est donc une voie métabolique qui a lieu exclusivement dans les mitochondries, au niveau de la matrice des mitochondries. L'objectif de cette voie métabolique, le premier rôle, on va dire, va être de fabriquer de l'énergie pour la cellule, d'énergie sous forme d'ATP. On verra que cette production d'ATP reste possible grâce à l'association du cycle de Krebs avec la chaîne respiratoire et la TPase qui se trouve également dans la mitochondrie. Le cycle de Krebs, c'est avant tout des dégradations oxydatives qui va conduire à un déchet qui va être le CO2 qui sera ensuite éliminé par voie sanguine et par voie pulmonaire. Le principal point d'entrée du cycle de Krebs reste l'acétyl-CoA. Ce qui est intéressant dans le cycle de Krebs, c'est que c'est une voie métabolique qui a lieu tout le temps. Ce qui va changer par contre en fonction du contexte nutritionnel va être la provenance de cet acétyl-CoA. C'est donc le premier point de notre sommaire. L'acétyl-CoA, en fait, n'est qu'un intermédiaire métabolique. Donc, il provient forcément de molécules en amont qui ont été dégradées et qui ont conduit à l'acétyl-CoA. Une des principales sources de l'acétyl-CoA reste le glucose, apporté par l'alimentation ou stocké dans l'organisme. Ce glucose est dans un premier temps dégradé en pyruvate. Ce passage est rendu possible grâce à la glycolyse, qui a lieu dans le cytosol de nos cellules. Et ensuite, le pyruvate est dégradé en acétyl-CoA. Cette étape, qui permet de passer du pyruvate à l'acétyl-CoA, qui a lieu dans la mitochondrie cette fois-ci, cette étape, c'est ce qu'on appelle la décarboxylation oxydative. Ainsi, à partir du glucose, via le pyruvate, on obtient de l'acétyl-CoA alors disponible pour le cycle de Krebs. Autre option, autre source importante d'acétyl-CoA va être l'acide gras. Encore, ces acides gras qui peuvent être d'origine alimentaire, mais aussi stockés dans l'organisme, donc d'origine endogène, on va dire, peuvent fournir une quantité importante d'acétyl-CoA, cette fois-ci via une autre voie métabolique qui a lieu aussi dans les mitochondries, qu'on appelle la bêta-oxydation. Voilà les deux principales sources d'acétyl-CoA. D'autres voies peuvent aussi intervenir. On peut aussi fabriquer l'acétyl-CoA, par exemple, à partir des corps cétoniques. Cette voie, qui a lieu aussi dans les mitochondries, c'est ce qu'on appelle la cétolyse. Et puis, de manière plus anecdotique, plus particulière, on peut avoir aussi une provenance d'acétyl-CoA à partir d'acides aminés. Dans certains cas, on peut aussi dégrader des acides aminés pour faire de l'énergie. On peut, par exemple, à partir d'un acide aminé qui s'appelle l'alanine, transformer l'alanine en pyruvate, qui pourra ensuite, à nouveau, donner de l'acétyl-CoA. Cette étape possible, ce lien possible entre l'acide aminé et l'acétyl-CoA, via le pyruvate, c'est ce qu'on appelle la transamination. Et puis, il est aussi possible de fabriquer de l'acétyl-CoA à partir d'un autre substrat, qui est l'alcool, qu'on retrouve dans les boissons fermentées sous forme d'éthanol. Là, c'est par différentes réactions d'oxydation que ce lien est possible. Donc voilà, vous avez ainsi différentes possibilités de fournir l'acétyl-CoA avec différents substrats.
Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que leur origine est intimement liée au contexte nutritionnel. Si on est en situation post-prandiale, c'est-à-dire après un repas, on va voir que la principale source d'acétyl-CoA va être le glucose. Éventuellement l'alcool, s'il y a consommation d'alcool pendant le repas. Par contre, en situation de jeûne ou d'adaptation à l'effort, alors la principale source d'acétyl-CoA va être les acides gras et éventuellement, si le jeûne est prolongé, les corps cétoniques. Ce qui permet de dire que finalement, le cycle de Krebs a lieu tout le temps. À partir du moment où la cellule est en contexte aérobie, c'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'oxygène pour faire fonctionner les chaînes respiratoires, le cycle de Krebs a lieu tout le temps. Il y a toujours de l'acétyl-CoA disponible, mais la provenance change, la priorité change en fonction du contexte nutritionnel. Plutôt glucose en postprandial, plutôt les acides gras en situation de jeûne et d'adaptation à l'effort. Voilà ce qui est important pour préambule du cycle de Krebs. Voyons maintenant les différentes étapes du cycle de Krebs. Alors, pour étudier ces différentes étapes du cycle de Krebs, je vous propose de prendre un document que j'ai extrait des sujets du BTS. Ça va à la fois nous servir de support pour comprendre le cycle de Krebs et puis aussi d'exercice pour voir comment ce cycle de Krebs peut être proposé dans un sujet du BTS. Et là, vous voyez, il s'agit en fait de remplir les cases manquantes, les flèches manquantes, pour compléter ce cycle de Krebs. Donc, évidemment, point d'entrée de ce cycle de Krebs, point de départ, c'est l'arrivée de l'acétyl-CoA, qui, vous voyez, va réagir avec l'oxaloacétate et donner ainsi du citrate. Cette première étape va conduire à la libération d'un CoASH et va être catalysée par la citrate synthase. L'idée, en fait, c'est que cette enzyme récupère la partie acétyle de l'acétyl-CoA pour le fixer sur l'oxaloacétate, qui va devenir ainsi du citrate. Les 2 carbones de l'acétyle vont se fixer sur les 4 carbones de l'oxaloacétate, et on obtient ainsi du citrate avec 6 carbones. Deuxième étape, on a là une étape d'isomérisation. On voit qu'aucune molécule n'intervient, aucune molécule ne part. Ça prouve qu'on a les mêmes atomes de part et d'autre, donc on est là dans une situation d'isomérisation. Citrate et isocitrate sont 2 isomères, comme le laisse penser le mot isocitrate. L'enzyme est alors une isomérase, qu'on peut nommer plus précisément la colinitase. Troisième étape où il se passe des événements importants, on va avoir une étape d'oxydation avec NAD+, qui arrive sous sa forme oxydée, qui repart sous sa forme réduite, sous sa forme NADHH+, plus un événement de décarboxylation. Donc, cette étape étant catalysée par l'isocitrate déshydrogénase. Ce qui est particulier dans cette étape, c'est que dans certains documents, dans certains sujets du BTS, on peut la décomposer en 2 temps. Le principe est le suivant. On part bien de l'isocitrate, mais qui subit dans un premier temps une réaction d'oxydation. Donc on fait intervenir un NAD+, qui repart bien sous sa forme de NADHH+. Et on obtient dans un premier temps donc l'oxalosuccinate, qui lui ensuite subit donc une étape de décarboxylation et qui est ainsi transformé en alpha-cétoglutarate. Donc au passage, il perd un CO2. Ces 2 événements, qui sont ici dissociés, sont catalysés par la même enzyme qui est donc l'isocitrate, déshydrogénase. Donc voilà, ça c'est 2 options de représentation du cycle de Krebs. On les compose en 2 temps, soit, comme c'est proposé dans cet extrait de sujet de BTS, on
on propose en un temps, en compilant ces deux événements. Ainsi, on passe directement de l'isocitrate à l'alpha-cétoglutarate. Quatrième événement, quatrième étape, on a de nouveau une oxydation et de nouveau une décarboxylation. On voit donc entrer du coenzyme A, et puis arrivée de NAD+, qui va repartir sous sa forme réduite de NADH+. Et bien sûr, départ de CO2. On obtient ainsi le succinyl-CoA. Cette étape importante est catalysée par l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Étape numéro 5, le succinyl-CoA va être transformé en succinate. Là, il y a un événement important dans ce cycle de Krebs, c'est que pour la première fois, on va concrètement fabriquer de l'énergie, vous voyez, sous forme de GTP. Habituellement, on parle d'ATP en termes d'énergie à l'échelle cellulaire. Ici, il s'agit de GTP, sachant que ça a la même valeur que l'ATP. D'ailleurs, dans l'équation bilan, on va convertir GTP en ATP pour que ce soit plus facile de comptabiliser les ATP fabriqués par le cycle de Krebs au total. Cette étape numéro 5 étant catalysée par la succinate thiokinase. Étape numéro 6, là on retrouve une étape d'oxydation, mais attention, cette fois-ci, le coenzyme qui intervient, c'est FAD, qui va repartir sous sa forme réduite FAD-HD. On obtient ici le fumarate, sachant que l'enzyme qui a permis cette étape numéro 6 est la succinate déshydrogénase. Étape numéro 7, on voit l'entrée d'une molécule d'eau, sans qu'il y ait coupure pour autant, ce n'est pas une hydrolyse, c'est une étape d'hydratation. On passe du fumarate au malate grâce à une enzyme qu'est la fumarase. Et enfin, l'étape numéro 8, et dernière étape finalement, c'est de nouveau une étape d'oxydation, intervention de NAD+, qui repart sous la forme de NADH+, avec pour dernière enzyme la malate déshydrogénase. Donc voilà le déroulement de ce cycle de Krebs. On est parti de l'oxaloacétate et on revient à l'oxaloacétate. Ce qui s'est passé finalement au cours de ces événements, c'est, on voit bien la dégradation de l'acétyl-CoA qui a été libéré, les carbones de l'acétyle ont été libérés sous forme de CO2, et au passage, on a réalisé des oxydations qui vont nous permettre, en association avec la chaîne respiratoire et la TPase, de fabriquer de l'énergie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir quelles sont les molécules à connaître dans ce cycle de Krebs sur un plan chimique, c'est-à-dire quelles sont les molécules à savoir écrire en formule semi-développée. Alors la question que se posent évidemment les étudiants par rapport à ce cycle de Krebs, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors il faut savoir que le cycle de Krebs est un thème qui tombe souvent dans les sujets du BTS. Donc il ne s'agit pas de faire l'impasse évidemment. Vous devez connaître le nom des molécules, le nom des coenzymes et le nom des enzymes. La question qui se pose, c'est quelles sont les formules à connaître. Moi, je conseille d'en connaître deux principalement, qui sont très utiles par rapport au sujet et par rapport aux autres voies métaboliques. Il faut connaître la formule de l'acétyl-CoA. Formule qu'on retrouve très souvent. Donc, on retrouve donc la partie carbonée. On a donc bien deux carbones dans cette molécule. Et puis, ce qui caractérise cette molécule, c'est la présence de cette liaison thioester, qu'on représente souvent de façon ondulée pour rappeler que c'est une liaison hautement énergétique. Donc voilà la formule de l'acétyl-CoA avec ces deux carbones et son coenzyme A qu'on symbolise par le sigle CO. Et puis la deuxième molécule qui est importante à connaître sur le plan chimique, qu'on retrouve souvent aussi dans les sujets du BTS, c'est l'alpha-cétoglutarate. Qui fait partie de la famille des acides alpha-cétoniques. Donc une fonction carboxylique, une fonction cétone portée par le carbone alpha, de son nom.
puis le radical, hein, donc 2CH2 et un COH. Molécule importante, puisqu'on la voit dans le cycle de Krebs, et on la retrouve aussi dans les réactions de transamination, hein, qui est une réaction qui tombe souvent aussi dans le sujet des BTS. Donc là, ça vaut le coup d'apprendre cette formule. Hein. D'ailleurs, quand vous apprenez ça, faites le parallèle avec l'acide aminé qui est lié à l'alpha-cétoglutarate, qui est finalement l'acide glutamique. Hein, il suffit de remplacer la fonction cétone par la fonction amine. Vous gardez le même radical et vous avez l'acide glutamique, qui est l'acide aminé, hein, associé à l'alpha-cétoglutarate. D'ailleurs, vous avez ce suffixe glu, hein, qui rappelle le lien avec l'acide glutamique. Donc voilà, c'est à mon avis les deux principales molécules à connaître sur le plan moléculaire du fait de ce cycle de Krebs. Je vous propose maintenant de faire et de voir comment fonctionnent les équations de bilan et le bilan énergétique de ce cycle de Krebs. Dans un premier temps, on va écrire l'équation de bilan brute, on va dire, c'est-à-dire issue directement du cycle de Krebs. Je vous rappelle le principe de l'équation de bilan, ou appelé aussi bilan chimique, hein, c'est de faire la somme de tous les réactifs qui ont été utilisés et de faire la somme de tous les produits. Donc finalement, au cours de ce cycle de Krebs, nous avons consommé une molécule d'acétyl-CoA. On a consommé 3 molécules de NAD+, hein, de coenzyme, plus 1 FAD, coenzyme d'oxydoréduction. On a consommé aussi, on va le convertir tout de suite en ADP, hein, un ADP plus PI. Enfin, même si on a vu que dans le cycle de Krebs, il s'agit de GDP, pour l'équation de bilan, on peut le convertir directement en ADP puisque ça a la même valeur énergétique. Ça simplifie le calcul après. Et puis, il a fallu aussi consommer 2 molécules d'eau. Enfin, nous avons produit, du fait d'un tour de cycle de Krebs, donc 2 CO2, plus on trouve donc nos coenzymes réduits, hein, donc 3 NADH H+, plus donc 1 FAD H2, plus 1 ATP, plus le CoA SH qui a été libéré. Donc voilà l'équation de bilan brute du mon cycle de Krebs. Le problème de ce type d'équation, c'est que si on en reste là, on va très vite être confronté à un problème, c'est l'accumulation de coenzymes réduits. Hein, pour que le cycle de Krebs soit possible, il faut qu'il y ait à disposition des coenzymes oxydés. Or, on voit qu'à l'issue de ce cycle de Krebs, nos coenzymes sont réduits. Donc, pour que le cycle de Krebs puisse se répéter, il faut absolument prévoir la régénération de ces coenzymes réduits en coenzymes oxydés. C'est là qu'intervient la chaîne respiratoire. Ce travail de régénération va être précisément assuré par la chaîne respiratoire. Donc l'idée, dans la continuité du cycle de Krebs, c'est d'envoyer ces coenzymes réduits dans la chaîne respiratoire. Donc deuxième équation associée, qui se fait donc dans la continuité, c'est l'équation de la chaîne respiratoire. Donc je prends mes 3 coenzymes, NADH+, plus mon FADH2. Et le travail de la chaîne respiratoire, c'est de régénérer mes coenzymes oxydés. Donc je retrouve avec 3 NAD+, plus FAD. Le principe de cette régénération, c'est de récupérer les protons et les électrons véhiculés par les coenzymes et de les transformer en H2O. Pour retrouver le nombre d'H2O, il faut s'appuyer sur le nombre d'hydrogènes, hein, qui sont ici. Donc j'en ai 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Donc j'ai 8 atomes d'hydrogène apportés par mes coenzymes. Je fabrique avec cela H2O. Donc pour retrouver mes 8 hydrogènes, j'en déduis
que j'ai fabriqué 4 molécules d'eau. Pour cela, il a fallu de l'oxygène. Donc, si j'ai 4 H2O, j'en déduis que j'ai dû consommer de l'O2. Et pour avoir 4 atomes d'oxygène, j'ai donc consommé 2 molécules d'O2. Donc voilà l'équation bilan associé avec la chaîne respiratoire. Et le deuxième intérêt de cette technique de régénération des coenzymes, c'est qu'en faisant travailler la chaîne respiratoire, je fais travailler dans la continuité la l'ATPase. Le travail de la l'ATPase, c'est de fabriquer de l'ATP grâce à la régénération de ces coenzymes. Et là, il y a un taux de conversion à appliquer. On sait que par NAD régénéré, je peux fabriquer 3 ATP. Par FAD régénéré, je peux fabriquer 2 ATP. J'en déduis donc que l'ATPase va pouvoir fabriquer dans ce cas particulier 3 x 3, 9, plus 2, 11 ATP. Donc j'ai dû consommer 11 ADP plus PI. L'ATPase va utiliser 11 ADP plus PI, ce qui va me faire 11 ATP plus 11 H2O. N'oubliez pas qu'à chaque fois que je fais ADP plus PI, je libère une molécule d'eau qui se retrouve ici. Donc comme je fais ça 11 fois, j'ai donc 11 molécules H2O libérées au final. Voilà tous les événements qui sont associés au cycle de Krebs. Je peux donc à partir de là faire l'équation bilan finale de mon cycle de Krebs, incluant la régénération des coenzymes, incluant le travail de la l'ATPase. J'ai donc au final, vous voyez, les coenzymes s'annulent, puisqu'ils ont été régénérés. D'accord. Donc, qu'est-ce qui me reste en tout? Donc, il reste une molécule acétyl-CoA, bien sûr. J'ai donc consommé 1 plus 11, donc ça fait 12 ADP plus PI. D'accord. J'ai consommé 2 molécules d'oxygène, de dioxygène, et j'ai produit donc 2 CO2. 12 ATP, plus, alors il ne faut pas oublier de soustraire les 2 H2O que j'ai consommés. Hop, je vais les soustraire ici par exemple, il ne me reste plus que 2 là. Donc ça m'en fait 2 ici, plus 11, ça fait 13 H2O. D'accord. Plus, ne pas oublier le CoASH qui est libéré au final. Donc voilà l'équation bilan du cycle de Krebs, incluant le travail de la chaîne respiratoire et la l'ATPase. Donc là, une fois qu'on a ce résultat, on peut en déduire, on peut extraire de cette information ce qu'on va appeler du coup le bilan énergétique du cycle de Krebs, qui va donc être de 12 ATP par acétyl-CoA. Bilan énergétique du cycle de Krebs, c'est donc 12 ATP par acétyl-CoA. Chiffre important à bien connaître, qu'on retrouve dans de nombreux exercices dans les sujets du BTS. D'accord. Et on confirme bien ce qu'on disait en introduction, c'est que cette voie métabolique, on le confirme ici, est une voie métabolique aérobie. Pour que ce mécanisme ait lieu, il faut impérativement de l'oxygène pour permettre le bon fonctionnement des chaînes respiratoires. Donc voilà, ce qu'on appelle le bilan chimique du cycle de Krebs, et là, le bilan énergétique. Il nous reste à voir maintenant, pour finir ce cycle de Krebs, les différentes régulations qui vont permettre l'orientation du métabolisme. La régulation du cycle de Krebs peut se faire de 2 façons différentes, principales. On peut déjà évoquer le cas de la régulation hormonale, qui va concerner le cycle de Krebs. Mais le point à bien comprendre, c'est que cette régulation hormonale ne concerne pas directement le cycle de Krebs. Cette régulation se met en place
en fonction du contexte nutritionnel et va conditionner en fait la provenance de l'acétyl-CoA qui alimente le cycle de Krebs. C'est ce qu'on disait en introduction, c'est que le cycle de Krebs a lieu tout le temps, à partir du moment où on est en contexte aérobie. Ce qui change, c'est la provenance de l'acétyl-CoA. Donc, deux situations à envisager. Prenons le cas, par exemple, du contexte postprandial. On vient de prendre un repas classique. Immanquablement, dans le repas, il y a beaucoup d'amidon qui va être digéré. Le glucose qui en résulte va être absorbé, ce qui va inévitablement conduire à une situation d'hyperglycémie. Cette hyperglycémie va être détectée par le pancréas endocrine, par les îlots de Langerhans, précisément ici par les cellules bêta, qui en réponse vont sécréter l'insuline, qui s'avère être l'hormone typique du contexte postprandial. Cette insuline, une fois libérée dans le sang, va agir sur les cellules cibles et va avoir pour premier effet, un des effets les plus importants de l'insuline, c'est de favoriser l'entrée du glucose dans les cellules. Ce glucose arrivant en quantité importante, il va être utilisé prioritairement pour le métabolisme énergétique. Ainsi, l'insuline, dans la continuité de l'entrée du glucose, va favoriser la consommation du glucose. Ainsi, l'insuline va favoriser la dégradation du glucose pour faire du pyruvate. On est d'accord, c'est la glycolyse. Et dans la continuité, l'insuline va favoriser l'utilisation du pyruvate pour faire de l'acétyl-CoA. Ça, c'est l'étape de décarboxylation oxydative. D'accord ? Et donc, l'insuline va favoriser ces deux voies métaboliques. Ainsi, le glucose devient le substrat préférentiel. En contrepoint, si on est en situation de jeûne ou d'adaptation à l'effort prolongé, le point commun de ces deux situations physiologiques, c'est maintenant l'hypoglycémie, d'accord ? Signal qui va être détecté par le pancréas endocrine, mais cette fois-ci les cellules alpha, qui en réponse vont sécréter maintenant le glucagon. Donc deuxième hormone qui va intervenir maintenant, c'est le glucagon qui va être maintenant typique du jeûne et de l'adaptation à l'effort. Maintenant, sous l'influence du glucagon, le substrat préférentiel devient en fait l'acide gras. Donc ce sont les acides gras qu'on va utiliser maintenant, de façon préférentielle, qui vont pouvoir donner de l'acétyl-CoA, cette fois-ci, grâce à la bêta-oxydation. Ainsi, le glucagon va favoriser la bêta-oxydation, va favoriser l'utilisation des acides gras à des fins énergétiques via l'acétyl-CoA, qui est bien sûr, comme on l'a vu, maintenant disponible pour alimenter le cycle de Krebs. Donc voilà, la régulation hormonale n'agit pas directement sur le cycle de Krebs. Elle agit en amont sur la provenance de l'acétyl-CoA, sur les substrats énergétiques qui sont utilisés de façon préférentielle. Précisons quand même qu'en situation de jeûne et d'adaptation à l'effort, il n'y a pas que le glucagon. Son action peut être complétée par deux autres hormones principales qui sont l'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones sollicitées notamment pour l'adaptation à l'effort. Adrénaline, un effort court-moyen terme, cortisol, effort plutôt sur du long terme, effort et situation de stress sur du long terme. Donc voilà, ça c'est une régulation hormonale qui a lieu en amont. Il est intéressant de préciser aussi que le cycle de Krebs peut bénéficier d'une régulation allostérique, qui s'exprime à l'intérieur des cellules en fonction des besoins de la cellule, en fonction des caractéristiques même de la cellule. Alors, deux exemples pour illustrer ça. L'enzyme qui fait l'objet de cette régulation allostérique, c'est l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Une enzyme du cycle de Krebs qu'on a vu tout à l'heure.
eh bien, cette enzyme peut faire l'objet d'une régulation allostérique. C'est-à-dire que des variations de concentration moléculaire vont modifier son activité. Deux exemples intéressants. Par exemple, si on a une augmentation de la concentration en NADH, H+, dans la cellule. Cette situation correspond à un point intéressant pour la cellule. Si cette concentration augmente, ça veut dire que la chaîne respiratoire ne peut plus faire son travail correctement. Ces coenzymes réduits sont normalement régénérés en coenzymes oxydés par la chaîne respiratoire. Si la concentration augmente, c'est que la chaîne respiratoire ne fait plus son travail, c'est que la cellule est en train de passer en situation anaérobie, puisque les chaînes respiratoires ne peuvent fonctionner qu'avec de l'oxygène. Donc si on bascule en anaérobie, ce qui se passe par exemple dans les muscles lors d'un effort intensif, en fait tout le travail du cycle de Krebs va se bloquer, tout le travail des mitochondries vont se bloquer et va se mettre en place dans la cellule, en fait, la glycolyse en contexte anaérobie, c'est-à-dire glycolyse plus fermentation lactique. Autrement dit, pour bloquer tout ce système qui ne va plus être opérant, on a là un effet d'inhibition allostérique. Donc ce signal va inhiber cette enzyme, ce qui va induire donc l'installation du métabolisme anaérobie dans la cellule. Autre exemple intéressant, c'est la concentration en ATP, qui va jouer aussi le rôle d'effecteur allostérique. Lorsque cette concentration augmente, on va prendre dans l'autre sens. Lorsque cette concentration diminue, cela signale à la cellule qu'elle n'a plus assez d'énergie. Donc, ça va avoir pour effet de stimuler l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase de façon à intensifier le cycle de Krebs pour qu'il y ait plus d'énergie disponible dans la cellule. Donc voilà, deux exemples de régulation allostérique s'articulant sur l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Il ne s'agit pas ici de connaître toutes les possibilités de régulation du cycle de Krebs, ça devient assez complexe et certainement trop détaillé pour les sujets du BTS, mais sachez quand même donner comme cela des exemples importants par rapport à l'allostérie et peut-être encore plus important pour nous par rapport aux régulations hormonales en fonction du contexte nutritionnel. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était aussi vous montrer les possibilités qu'il y a de lien entre le cycle de Krebs et d'autres voies métaboliques. C'est ce qui fait aussi la particularité du cycle de Krebs, c'est qu'il est rattaché à d'autres voies métaboliques. Premier exemple important, c'est à partir du malate qu'on a fabriqué tout à l'heure dans le cycle de Krebs. Eh bien, on démontrera dans d'autres vidéos que ce malate peut être détourné du cycle de Krebs, emprunté au cycle de Krebs, pour participer à la néoglucogénèse, qui est une voie métabolique typique du jeûne prolongé, qui a lieu de façon préférentielle au niveau des hépatocytes. Ce sont les grands spécialistes de la néoglucogénèse. Et on verra que cette néoglucogénèse passe par le malate, qui est donc emprunté au cycle de Krebs. Deuxième exemple, le succinyl-CoA, qui est là aussi un intermédiaire important du cycle de Krebs. Eh bien, lui aussi peut être détourné du cycle de Krebs pour participer à la cétolyse. C'est la dégradation des corps cétoniques, qui est dégradation qui a lieu au niveau des muscles, par exemple. Eh bien, cela passe par l'utilisation du succinyl-CoA emprunté au cycle de Krebs. Et puis, dernier exemple important, à partir de l'alpha-cétoglutarate, on peut faire de nombreuses réactions de transamination. Un métabolisme important pour le métabolisme azoté, notamment là aussi au niveau des hépatocytes. Donc voilà, c'est intéressant de faire le lien entre le cycle de Krebs et les autres voies métaboliques qu'on étudiera par ailleurs ensemble à travers ces vidéos. Bien, j'espère que ce travail vous a permis d'y voir plus clair avec ce cycle de Krebs, qui est évidemment une partie qui n'est pas la plus simple de
module de biochimie, mais c'est évidemment une partie importante, de par la fréquence dans les sujets, et puis de par le lien important qu'il y a entre le cycle de Krebs et d'autres voies métaboliques. Bien, je vous souhaite bon courage pour ces révisions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir les poser soit sur notre groupe Facebook, soit sur le site formatdiet.fr directement. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Eh bien, bonne continuation, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.